Il faut savoir que quand on a l'endométriose, c'est une maladie qui est inflammatoire. Je pense que voilà, les femmes sont hystériques, on aime bien se plaindre. Ouais. Donc avoir mal pendant ses règles, C'est normal. c'est normal. Je prends un petit cachet rose, ça va passer. Parce que du coup, il y a une fois, j'ai dit à une personne que j'avais l'endométriose, il m'a demandé si c'était une MST. Bonjour et bienvenue dans votre émission Maloki, l'émission pour celles et ceux qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui est entrée depuis quelques années seulement dans notre vocabulaire et pourtant handicape la vie de plusieurs femmes, de milliers de femmes même, depuis des générations. On va parler de l'endométriose. L'invitée que j'ai à côté de moi en est atteinte. Elle va nous raconter son histoire. Je vous présente Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'endométriose? Alors l'endométriose, c'est une maladie qui touche du coup 10% des femmes en France. Et c'est une maladie en fait qui va toucher le système reproductif de la femme. Et il y a des bouts d'endomètre en fait qui se développent sur les organes qui sont un petit peu autour en fait. Quels symptômes sont apparus en premier pour toi? Alors du coup pour moi ça a été les fortes douleurs pendant les règles. Ok. J'avais l'impression d'avoir des coups de couteau dans le ventre. Ok. Ensuite, des cycles qui sont un peu déréglés, des douleurs aussi pendant les rapports certaines fois, et puis voilà. Est-ce que ces douleurs sont apparues dès tes premières règles? Oui, effectivement. La première fois que j'ai eu mes règles, c'était hyper douloureux, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ok. Et Ça s'est passé comment? j'ai eu des vomissements, des crampes, des nausées, je suis pas partie à l'école. Ok. Et on me disait que c'était normal, voilà. C'était un peu tabou à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était, donc... T'avais quel âge environ? J'avais 15 ans. Ok, et du coup t'étais au collège? Oui. Ok, et comment s'est passé le reste de ta scolarité à partir de là? Ça a été très compliqué. Du coup, j'ai eu beaucoup d'absences au niveau scolaire par rapport à mes douleurs, parce que je ne pouvais pas marcher. J'avais des règles très abondantes, des hémorragies, donc c'était très compliqué. Il y a aussi le côté où les gens ne comprennent pas, parce que bon, du coup, il y a toutes les filles qui ont leurs règles et on n'est pas tous dans cet état, quoi. Donc, on me disait souvent que je surjouais ou ce genre de choses. Oui. On te prenait pas au sérieux? Exactement. T'en as parlé directement à ta mère? Oui. Après, c'est vrai que du coup, au début, j'allais pas à l'école quand j'avais mal. Donc, elle voyait que j'avais vraiment mal. Mais elle aussi, elle a des règles douloureuses. Dans ma famille aussi, c'est comme ça. Donc, du coup, on n'a pas suspecté directement un problème particulier. Et je pense qu'au moment où j'ai eu mes règles, je savais même pas que ça existait. Donc, À quel moment on a parlé d'endométriose? Alors, moi, j'ai commencé à faire des recherches directement sur Internet. J'étais en BTS, je pense. Ok. Donc ça faisait déjà quelques années que j'avais des règles douloureuses. Et je tapais douleur dans le ventre, coup de couteau. Et là, je voyais endométriose. J'en ai parlé à mon médecin. Il m'a dit oui, c'est une mode et tout. Voilà, bientôt tu vas me dire t'es intolérante au gluten. Voilà, Il t'a dit c'est ça? une tendance et tout. Il a pas pris au sérieux non plus? Non. Ok. Et à partir de combien d'années on a pu poser le terme endométriose? Alors moi, ça m'a pris 7 ans. 7 ans, ok. Oui. C'est énorme. Oui, ça a le temps de faire beaucoup de dégâts malheureusement. Ah, du coup, la maladie s'est propagée? Exactement. Ok. En fait, plus tu restes sans traitement, c'est une maladie qui est incurable, hein. Donc même au-delà de la ménopause, tu peux quand même avoir encore les symptômes de l'endométriose, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que vu que c'est lié aux règles, ça s'arrête. Ouais. Tant qu'on est vivant, la maladie est vivante aussi, donc voilà. Et du coup, c'était quoi ta question? Je sais plus. C'était, du coup, pendant 7 ans, tu savais pas Oui. que c'était de l'endométriose. Dans quel état d'esprit tu étais? Quand j'ai appris, c'était un soulagement. On a mis un nom sur ce que j'avais. Mais du coup, quand on te dit que c'est incurable, qu'il n'y a pas de traitement, Ouais. voilà. Ouais, Tu te retrouves un peu dans le flou. Tu te dis, bon, d'accord, ok. Ouais, est-ce que tu t'es dit, ta vie est finie, je dois vivre avec ça et je vais le subir? Ma vie est peut-être pas finie,
Mais en tout cas, j'ai pas le choix que de vivre avec. Mais je sais que maintenant, je suis pas folle. Je sais qu'il y a un terme derrière tout ça et que maintenant, je vais pouvoir adapter mes façons de faire en fonction de ça, en fait. C'est-à-dire vivre vraiment au quotidien avec la maladie et ne pas me poser 100 000 questions. Pourquoi moi, c'est comme ça? Ou même, en fait, au début, je me disais, toutes les femmes sont comme ça. Toutes les femmes, quand elles ont leurs règles, elles ont des douleurs comme ça, etc. Mais en fait, non. C'était vraiment la maladie. Et j'ai pu aussi, avec le terme, pouvoir faire des recherches pour mieux appréhender la maladie, mieux comprendre et mieux comprendre mon corps également. Pour les femmes qui sont atteintes ou qui pensent être atteintes de cette maladie, est-ce que tu aurais, par exemple, des sites ou des recommandations pour être encadrées? Alors, il y a endofrance.org. Ensuite, il me semble que sur Amélie, il y a également. Il y a les associations de l'endométriose. Le mieux, c'est d'aller sur les sites, les groupes Facebook, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'à La Réunion, c'est pas très, très présent. Ouais. Mais en tout cas, sur Internet, aujourd'hui, tu peux trouver pas mal de choses. Et puis, il y a aussi des influenceuses qui en parlent. Exactement. Qu'est-ce que tu penses du fait que ça a pris 7 ans à poser le terme endométriose? Pour moi, ça a été long. Parce que du coup, j'avais constamment des hospitalisations. Parce que j'avais des hémorragies, on ne sait pas ce que j'ai. À chaque fois, on me fait 100 000 prises de sang, des tests, on ne sait pas ce que j'ai. On me dit c'est dans ma tête, de revenir, ça va passer. Voilà. Personne ne sait ce que j'ai, mais en tout cas, je rentre chez moi, du coup, à chaque fois. Ouais. Et ça a été long aussi dans le sens où ça a eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Donc le fait d'en parler aujourd'hui, ça permet de réduire le temps en fait, du diagnostic. Moins plus le diagnostic est rapide et plus la maladie peut être prise en charge et les dégâts sont moins importants. D'après toi, comment ça se fait que le corps médical soit pas, se soit pas dit directement que c'était ça en fait? Alors moi je pense que c'est parce qu'on est des femmes, hein. Voilà. Hein. Non, oui. Je pense que voilà, les femmes sont hystériques. De manière générale, on aime bien se plaindre. Ouais. Donc avoir mal pendant ses règles, c'est normal. C'est normal. Tu prends un petit cachet rose, ça va passer. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Malheureusement. Et du coup, voilà. Je pense que ce qui a permis en fait de détecter la maladie, c'est le fait de voir aussi qu'il y avait beaucoup d'infertilité autour de ça. Et puis aussi les prises de sang, tu as anémie, tu manques de fer, tu manques de beaucoup de choses dans ton corps. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup de femmes qui ont les mêmes symptômes et qui ont aussi les mêmes résultats. Donc, à un moment donné, oui. Et puis, surtout à La Réunion, ce qui est long, en fait, c'est que les endroits où j'ai fait les IRM, c'était pas assez récent, en fait, pour voir les images correctement et pour diagnostiquer une endométriose. Ils n'avaient pas le matériel adapté? C'est ça. Okay. J'ai fait 3 IRM où on ne voyait pas d'endométriose. J'en ai la 4e, on a vu partout. Ok. Mais voilà, c'est ça. Donc le meilleur, c'est celui au port. Ok. Voilà, c'est la seule. De toute façon, aujourd'hui, ils sont spécialisés là-dedans. Et si on a un doute, on envoie directement au port pour diagnostiquer l'endométriose. Ouais, mais c'est fou parce que tu es du sud. Oui. Donc en fait, il faut faire à chaque fois le déplacement parce que on n'a pas le matériel adapté sur l'île. C'est ça. Mais même moi, quand je suis partie, c'était sans conviction. Hein. Ok. Je posais mon après-midi, je me suis dit une IRM de plus. Ouais. À quoi ça sert? Ouais, on va me dire la même chose. Toutes les fois, on me dit que c'est dans ma tête, donc pourquoi là, ça va être différent, quoi. Non, franchement, la femme était hyper bienveillante. Okay. Elle m'a donné des livres à lire sur comment adapter son alimentation par rapport à mes symptômes. Parce que du coup, c'est une maladie qui touche aussi plusieurs parties de ta vie, on va dire. Il faut vraiment s'organiser autour de cette maladie. Et voilà, les sites, elle m'a donné plein de documents pour me renseigner sur la maladie, etc. Donc elle était très bienveillante, elle m'a beaucoup expliqué, et donc ça m'a rassurée aussi. Du coup, ça handicape ta vie au quotidien? Oui. Notamment, j'imagine, dans le milieu professionnel? Exactement. Est-ce que tu as pu avoir des remarques de tes employeurs ou même de tes collègues qui ne comprenaient pas oui, effectivement. ton état? Aujourd'hui, quand EndoFrance, par exemple, ils ont fait une étude où tu as 7 fois plus de chances de perdre ton emploi quand tu es atteinte d'endométriose
en France, parce qu'en fait, il y a un impact direct sur ton travail. Tu es en arrêt maladie très souvent, parce que les douleurs sont invalidantes. Et puis, il y a le manque de communication au niveau du travail. Les gens ne connaissent pas la maladie. Donc, c'est sous-évalué, enfin, c'est Sous-estimé. sous-estimé, oui, exactement. Et voilà, pour moi, c'est le plus dur, c'est que les hommes sont plus compréhensifs parce qu'ils ne connaissent pas le corps d'une femme, mais entre les femmes, des fois, c'est compliqué. C'est vrai. Oui, tu vas tout le temps aux toilettes, tu veux pas travailler, t'as un petit mal au ventre, tu viens pas au travail, tu veux pas soulever des cartons, tu veux rien faire, tu veux pas forcer. Enfin, On t'obligeait à faire des choses que normalement tu devais pas faire. oui. Alors, il y a un peu des deux, parce que c'est vrai que j'ai forcé aussi de mon côté, parce que c'est compliqué de se victimiser à chaque fois en fait. Donc je préviens mon employeur que voilà, il y a certaines choses que je peux pas faire, mais c'est vrai que dans le travail sur le terrain, ben, malheureusement parfois t'as pas le choix que de faire. Oui. Donc tu le fais, même si tu sais qu'il y aura une répercussion sur ta santé, jusqu'au jour où j'ai réalisé que non, je peux plus. Donc c'est là où j'ai démissionné. Voilà. Ok, ouais, t'as préféré te respecter toi et ta santé. Oui, ça n'a pas été aussi fluide, on va dire. C'est à force de tirer sur la corde, mon corps m'a dit stop. Et il y a un matin où j'ai pas pu me réveiller, j'ai pas pu me lever en fait. C'est vrai? C'est ça. Donc là, j'ai été en arrêt et en fait, je pense que il y avait tous les signaux qui étaient au rouge et mon corps s'est dit non, ben en fait, si tu comprends pas que tu veux plus arrêter de forcer, je vais t'obliger à rester au lit, comme ça, t'arrêtes. Ok. Et ça s'est enchaîné. En fait, j'ai eu une inflammation du tube digestif, une infection rénale. Tout s'est enchaîné. C'est l'impression que tout mon système immunitaire était tellement affaibli que Ça voulait plus. rien n'allait plus. Donc là, je suis passée en arrêt maladie longue durée. C'était la descente aux enfers. Ouais. Et après ça, j'ai pris la décision de prendre soin de ma santé et de pouvoir exercer un métier qui me permet d'allier ma santé et mon emploi en fait, parce que je pouvais plus faire le métier que je faisais. Aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis technicienne de cils à mon compte, donc j'ai un institut sur Saint-Pierre. Ok, super. Au moins, tu peux adapter tes horaires, tes journées. Exactement. C'est un métier que j'ai choisi d'une part parce que du coup on est assis, donc c'est important au niveau de la posture. J'ai pas de charge. Oui. Je soulève pas des cartons, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses à laquelle j'avais pas pensé au début quand on choisit un métier. Tu fais pas en fonction. Voilà, ça nous plaît et puis voilà. Aujourd'hui, chaque chose que je fais dans ma vie, je suis obligée de prendre en compte ma maladie. Comme l'alimentation, j'imagine. Exactement. Ça, c'est très compliqué aussi, surtout au repas de famille. Hein. À la réunion, surtout. C'est ça. Où voilà, on arrive chez les gens, on va pas dire ah je mange pas ça, je suis madame. Voilà. Ouais. T'as dû avoir des remarques? Oui, j'ai eu des remarques. Les gens ne comprennent pas, mais c'est toujours la même chose. Les gens ne sont pas informés en fait. Oui. Et s'ils sont informés de l'endométriose, ils pensent que c'est douleur pendant les règles. Oui. Donc, pourquoi tu manges pas de gluten ou de lactose Pas trop cohérent en fait. Oui. Donc c'est vrai que moi, mon endométriose, j'ai une atteinte digestive. Okay. Donc j'ai de l'endométriose sur la vessie, le rectum, le côlon, donc le tube digestif, ce qui fait que ça impacte beaucoup ma digestion. Okay. Donc forcément, je dois adapter mon alimentation. Par exemple, qu'est-ce que tu peux pas manger ou boire? Alors les boissons gazeuses. Ok. Je sais pas, ça fait peut-être 6 ans, 5 ou 6 ans. Que t'as pas bu de boissons gazeuses? Oui. Ok. C'est ça. Le lactose, c'est pas vraiment conseillé, mais c'est au moment où j'ai eu vraiment des crises. Je suis obligée de l'enlever de mon alimentation. Autrement, je peux faire quelques écarts, mais c'est à moi de gérer par rapport à ma fatigue et tous les autres facteurs de ma vie en fait. Donc le gluten aussi. En fait, plus les produits sont transformés, plus c'est long à la digestion, moins mon corps arrive à... à digérer, exactement. C'est gênant pour toi? C'est un poids? Oui. Quand j'ai envie de manger un petit pain américain, là... Du coup, tu fais quand même des écarts? Tu t'autorises? Oui, bien sûr, oui. Ok. Et surtout, moi aussi, j'aime le piment. Donc...
Ouais. le piment, le café, tout ce qui est inflammatoire et qui n'est pas conseillé, quoi. Donc oui, je fais des écarts, mais si je fais des écarts, j'ai conscience que ça va impacter mon état de fatigue et ma digestion pendant au moins 48 heures. Donc si je fais un écart, je le fais quand je peux par rapport à mon planning et tout. Enfin, faut... C'est pas genre, ouais, j'ai envie de manger un pain et je vais manger un pain. C'est Ouais. pas... Tu Je peux calcules manger quand un même. pain là parce que sinon demain je travaille pas. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, tout est calculé, quoi. C'est ça. Et j'imagine que ça a un impact aussi sur ta vie amoureuse. Exactement. Est-ce que les hommes que tu as pu rencontrer ont compris cette maladie? Alors moi j'ai pas parlé forcément au début de quand je rencontre la personne. Hein. Ok. Généralement on discute, on fait connaissance. Et en fonction de la personne, je vois si elle est ouverte d'esprit ou pas, je peux lui en parler ou pas. Parce que du coup, il y a une fois, j'ai dit à une personne que j'avais l'endométriose. Il m'a demandé si c'était une MST. Ah oui. Voilà quoi. Mais ça reste de la désinformation. Après, généralement, si la personne s'intéresse réellement à toi et que qu'elle souhaite vraiment rester avec toi, et il y a de la bienveillance. Donc, voilà. Ok. C'est quand même un frein pour toi pour rencontrer quelqu'un? Je sais pas si c'est un frein parce que généralement j'en parle quand j'ai déjà rencontré la personne. Ok. Voilà. Est-ce que c'est un... En fait, je pense que pour la personne, ça peut être un frein si la relation devient sérieuse parce que du coup, il faudra aussi, si elle vit avec moi... S'adapter Exactement. à ta vie. Exactement. Comme tu disais tout à l'heure, l'endométriose, c'est une cause d'infertilité. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir des enfants? Alors oui, j'ai déjà pensé. Pour le moment, c'est pas dans mes projets immédiats, mais je vois très bien que c'est un parcours qui me semble être compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour ça. On peut congeler ses ovocytes. Il y a les parcours de PMA également qui sont plus accessibles maintenant. Surtout quand on est reconnu parce qu'il y a une ALD, une affectation de longue durée pour les personnes qui sont atteintes d'endométriose. Donc il ne faut pas hésiter à faire la demande si vous êtes atteinte vous aussi. Et grâce à ça, en fait, on est un peu prioritaire sur ces parcours-là. Ok. Sachant qu'il n'y a pas uniquement l'endométriose, il y a le SOPK également. Oui. Donc moi, au début, c'est ce qu'on m'a diagnostiqué. Ok. Ça, c'est une maladie qui a été détectée avant l'endométriose. Donc c'est vrai que c'est souvent confondu. On diagnostique toujours plutôt le SOPK. Donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc en fait, c'est les ovaires qui font des kystes en fait. Et c'est des ovules qui sont pas fertiles, fécondables. Voilà. Okay. Donc voilà. Ça a été quand même une peur pour toi est-ce que c'est une peur de dire peut-être que tu n'auras pas la possibilité d'avoir des enfants? Oui, la première fois qu'on m'a parlé de ça, j'avais 25 ans. Ouais. Donc du coup, on m'a dit oui, voilà, vous êtes atteinte de partout, vous êtes au stade 4, c'est sévère et profond, vous avez 2 dents dessus en surface, enfin voilà, c'est un peu la colonisation, voilà, donc tout va bien. On va vous opérer en urgence et voilà les risques de l'opération, etc. Et si jamais, voici le parcours d'adoption, comment ça va se passer. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, je voulais voyager. J'ai 25 ans. One Life, tu me parles d'adoption. Quand tu vois les conditions qui sont très strictes en France pour avoir accès à l'adoption et les demandes qui sont très longues, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans les situations comme ça. Et de plus en plus, j'ai l'impression. D'un point de vue personnel, je connais des personnes qui travaillent à l'hôpital qui me disent que dans les parcours de PMA maintenant, il y a de plus en plus de jeunes. Ouais. Même autour de moi, je vois des filles plus jeunes que moi qui sont dans des parcours de PMA, alors qu'avant c'était vraiment 35, voilà. Donc c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les médicaments qu'on prend? L'alimentation? Je ne sais pas. La pollution? Donc voilà. C'est vrai que quand on m'a dit ça, j'étais pas prête. Mais bon, il faut... Tu fais avec. On sait pas, on se pose pas ce genre de questions quand on n'a pas de problème, on va dire. Et c'est vrai que quand on en a, on voit différemment la vie. Voilà. Mais du coup, comment on se construit en tant que femme quand on a cette maladie qui handicape notre vie? Alors moi, c'était très compliqué pour ma confiance en moi. Ok. Parce qu'il faut savoir que quand on a l'endométriose, c'est une maladie qui est inflammatoire. Donc du coup... tous les organes gonflent.
En fait, c'est une inflammation, hein, voilà. Et du coup, ça donne l'impression qu'on est enceinte, quoi. On a vraiment énormément de ventre. J'ai souvent eu des réflexions en mode vous êtes enceinte, vous êtes à combien de mois? Ou on me laisse la place dans le métro ou dans le bus parce que Ouais, on pense voilà, on adore. Ouais. Du coup, voilà, les réflexions des gens en mode oui, je fais pas attention à mon alimentation ou je suis pas une personne sportive parce que du coup, physiquement, je prends pas soin de moi, alors que ça n'a rien à voir, vraiment, c'est... Et puis même pour s'habiller, on a du mal à avoir confiance en soi parce que du coup, on est là, on se dit, bon, on aimerait pouvoir tout mettre, mais en fait, non, vraiment pas, c'est ça. Donc c'est très compliqué. Et ensuite, on a, par exemple, le blond, c'est très très rare parce que du coup, comme les règles, c'est pas très stable, c'est pas très régulier et tout, on ne sait pas à quel moment on peut porter du blanc. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, c'est obligé d'adapter aussi exactement. Face à ça. C'est ça, il faut tout prévoir tout le temps. Oh, c'est terrible. Oui. Ouais. Et quand aujourd'hui tu participes à Atypique Beauty, oui, organisé par Rachel, c'est un comité pour les personnes porteurs d'handicap. Alors, l'association Atypique Beauty, c'est une association qui est dans le monde de la mode. Donc c'est inclusif, ça permet en fait de mettre en avant les personnes porteurs de handicap dans les endroits où on ne les voit pas forcément, ou quasiment pas. Mais c'est pas forcément une association qui est destinée uniquement aux personnes en situation de handicap. C'est une association sans critères pour déjà reprendre confiance en soi, mais surtout aussi pour valoriser les personnes qui n'ont pas confiance en elles par rapport à un handicap. C'est vrai que 70 ou 80%, je suis plus sûre du chiffre, des handicaps sont invisibles. Ouais. Donc du coup, la plupart des gens, quand on voit quelqu'un, on ne sait pas s'il a un handicap, donc c'est plus facile de le juger. C'est pour ça que tu as voulu participer à ça ? Exactement. Exactement, et je sais que dans l'association, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont des handicaps invisibles. Et voilà, ça permet de reprendre confiance en soi. Et j'ai trouvé que c'était une très belle cause. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle cause. Et puis voilà. Ça t'a aidé dans ta confiance en toi ? Oui, vraiment. Ouais. C'est ça. Et puis, en fait, ça te permet de relativiser aussi parce que quand tu vois d'autres personnes en situation de handicap avec des handicaps plus lourds, tu te dis, bon, ça va, je peux me réveiller le matin, je peux marcher, voilà. C'est vrai que c'est une maladie qui est invalidante, handicapante, dans le sens où tu as de la fatigue chronique. Donc, tu es tout le temps fatiguée, tu as l'impression de passer pour une paresseuse parce que même si tu dors 12 heures par nuit, tu es quand même fatiguée. Mais voilà, on se dit toujours qu'il faut relativiser, qu'il y a pire et qu'on essaye d'aider aussi les personnes. Voilà. Bah, c'est bien. C'est bien et tu es courageuse. Oui, merci. Ça, du coup, faire ça, est-ce que ça te permet, tout à l'heure tu me parlais qu'on pouvait porter un regard sur toi comme si tu étais une victime. Tu refuses ce terme ? Exactement. Ouais, c'est important pour toi. Alors du coup c'est la première fois que j'en parle en public du fait que j'ai cette maladie. Généralement j'en parle aux gens qui sont autour de moi et que je connais, donc dans la sphère de mes amis ou de la famille. Mais j'ai jamais voulu m'associer à ça sur les réseaux sociaux ou de manière publique parce que j'avais pas envie qu'on me voit uniquement à travers ça. Parce que oui, on a une maladie, mais ça ne nous empêche pas de faire les choses. Et au contraire, je pense que le fait d'avoir cette maladie, ça m'a poussée à faire plus de choses. Voilà, c'est devenu un peu ma force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle. Je vois plutôt comme une force, même si j'ai longtemps ressenti qu'on me voyait comme une victime. Et en fait, le fait d'être une victime de sa maladie, ça aide pas non plus à trouver des solutions pour aller mieux. Ouais. Donc il ne faut pas rester dans le côté victime, il faut se dire, bon, enfin c'est un deuil, hein, parce que tu fais un deuil en mode, je vais jamais pouvoir porter ce que je veux quand je veux, quoi, tu vois. Ou des petits trucs bêtes, tu vois, je pourrais jamais ne pas penser à ce que je mange ou des trucs comme ça, c'est pas grave. Mais une fois que tu as pris en compte que bon, c'est mon combat, c'est la vie que je mène. Donc maintenant, à moi de pouvoir vivre avec et de m'adapter, d'avoir des vêtements adaptés. Ça a l'air. Voilà, ça va. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui sont atteints de cette maladie et qui aimeraient avoir le courage et la force que tu as ? Alors oui.
sorte dans l'ombre, reste dans la lumière. Et soyez forts, vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et moi-même, en parlant avec d'autres personnes atteintes d'endométriose, je me rends compte que la plupart des filles sont pas renseignées sur tout ce qui existe, la médecine douce, les aides, les accompagnements qu'il y a. Donc si jamais vous voulez des infos, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, on est ensemble, on est fort et puis ça va le faire. Ok, bah super. Et j'espère que l'interview, c'est la première étape en tant que porteuse de cette cause pour toi. Ben, j'espère aussi en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de choses, plein de choses, je sais pas. Ouais. Que des bonnes choses. Hein. Que des bonnes choses. Voilà, de pouvoir créer un groupe de femmes qui sont atteintes et puis de faire de la sensibilisation, c'est ce que j'aimerais. On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci Angèle. Au revoir. Merci.